Bonjour à tous, merci beaucoup. Mais je suis ravie d'intervenir cet après-midi. Et en effet, en tant que psychiatre de secteur, donc de secteur de psychiatrie adulte, le dernier endroit où quand il y a un souci, on envoie les patients, il faut bien dire ce qui est. Et donc, à partir d'un cas clinique que je trouvais bien pouvoir illustrer nos besoins de psychiatrie adulte, je vais évoquer ces besoins avec Brigitte, puisqu'on a deux services, on a des services complémentaires et on voit les choses pas du même point de vue, mais quand même de façon très cohérente. Donc, c'est un cas clinique qui concerne un jeune. Donc, je vous ai retracé un petit peu son parcours. C'est un jeune qui a été exposé à beaucoup de stress quand j'ai entendu tout ce qui se passe ce matin en termes de neurodéveloppement de nos collègues. Je me dis qu'il a été exposé à plein d'exosomes, je crois. C'est ça. Donc voilà. Un retard de langage, puisqu'à 4 ans, il ne disait que quelques mots, pas de troubles du développement moteur, mais néanmoins, il est noté, alors tout ça c'est évidemment en faisant la reprise de son dossier, mais néanmoins des stéréotypies, des rituels, ce qui était identifié comme une peur de tous les bruits violents, des périodes d'agitation ou de repli, donc une fluctuation au niveau quand même de son contrôle moteur et des troubles importants de la communication. Sur le plan scolaire, il va rapidement interrompre sa scolarité puisqu'elle est interrompue à 6 ans. Il va être pris en charge en hôpital de jour, puis scolarisé à mi-temps avec la poursuite de l'hôpital de jour. Sur le plan des soins, donc ça c'est par rapport à sa petite enfance, dans un hôpital de jour de 2000 à 2004 avec un mi-temps sur les 3 dernières années, un suivi parallèle en CMP. Une hospitalisation à temps plein à Montesson qui a duré donc quasi 2 ans et une hospitalisation de jour ensuite avec un hôpital de jour adolescent où il a pu bénéficier de rééducation orthophonique, ce qui lui a permis d'obtenir un langage, honnêtement, qui aujourd'hui est un bon niveau de langage, en tout cas, qui permet vraiment une relation tout à fait correcte avec lui, et l'acquisition d'un langage écrit. Donc voilà, et puis tout un travail d'accompagnement qui va permettre dans un premier temps de faire disparaître les troubles du comportement, puisqu'il était dans une très grande réactivité aux situations conflictuelles. Il avait aussi une importante angoisse d'abandon et de séparation avec des passages à l'acte auto-hétéro-agressifs. Bien évidemment, ce travail d'accompagnement lui permettra aussi de gagner en autonomie, ce qui va permettre à l'équipe qui le suivait alors d'envisager un plan d'insertion professionnelle, un projet d'insertion professionnelle, avec des stages en ESAT qui vont bien se dérouler. Et il aura un petit traitement, donc vous voyez ici les molécules qui lui étaient prescrites alors. Donc en 2015, fort de ce parcours, il est orienté sur un foyer d'hébergement, alors je précise dans le 20e, avec une activité en SAS sur Montreuil, alors que sa famille habite à l'ouest parisien. C'est quand même important de voir que ce jeune, avec le parcours qu'il pouvait avoir, est déraciné de sa famille, et puis sa famille coupée de lui, pour arriver en foyer d'hébergement. Foyer d'hébergement, malheureusement, pas non plus super outillé dans la prise en charge de ce type de jeunes avec ce parcours. Le diagnostic qu'on retrouve alors dans le dossier, j'en ai pas retrouvé avant, c'était celui de diagnostic de psychose chronique dysharmonieuse. Alors, la situation au foyer va progressivement se dégrader. Les années les pires ont été 2018-2019 avec 4 hospitalisations sur le secteur dans des moments de grande agitation psychomotrice, de passage à l'acte hétéro ou auto-agressif majeur. Et en octobre 2019, il va être exclu de façon définitive de ce foyer. Et il va être admis sur le secteur de psychiatrie adulte en hospitalisation complète continue, avec une alternance de passage de soins libres en soins sans consentement en fonction de son état clinique. Dans le même temps, il est inscrit dans le dispositif Zéro Solution auprès de la MDPH et on lui attribue une place en FAM, le FAM n'étant pas ouvert, dans la banlieue ouest, donc ce qui le rapprochait de sa famille, ce qui était une bonne nouvelle. Et la structure devait ouvrir en juin 2021. Donc vous voyez, octobre 2019, juin 2021, pendant ce temps-là, c'est l'hôpital psychiatrique au milieu, ce qui n'est pas tout à fait adapté pour ce jeune. Voilà, et en plus, l'ouverture va être retardée, et vous verrez la suite, jusqu'à quand elle a été retardée. C'est Brigitte qui vous donnera la suite.
en sachant qu'au cours de son observation, se posait absolument la question de savoir est-ce qu'il fallait qu'il aille dans ce FAM en unité accueillant des patients souffrant de schizophrénie, ou est-ce qu'il fallait qu'il aille plutôt sur l'unité accueillant des sujets souffrant de troubles du spectre de l'autisme. Les contacts familiaux étaient de plus en plus rares, les parents habitant donc à l'autre bout de l'Île-de-France, c'est le patient qui finance les venues de son père adoptif et qui finance aussi les sorties avec le papa. C'est une famille assez précaire et très très malmenée aussi par le trouble de leur fils. Donc moi j'arrive sur la situation à l'automne 2021. À ce moment-là, on a un passage à l'acte hétéroagressif tous les jours si le patient n'est pas contenu et isolé. Donc nous avons des détériorations de matériel à coups de barre de fer et nous avons des professionnels violentés, blessés tous les jours avec ce jeune que par ailleurs je connais malgré tout bien parce que je l'ai croisé dans la cour de l'hôpital plusieurs fois. Il a des traitements neuroleptiques à des doses absolument incroyables, à visée sédative, antiproductive, thymorégulatrice, tout y passe au niveau de la pharmacopée. Il est donc en isolement très régulièrement, en contention très très régulièrement. La famille ne vient plus, ou quasiment plus. On essaie de maintenir une permission par mois, ce qui est souvent annulé puisqu'il est en isolement et en contention. L'équipe médico-soignante est divisée et terrorisée, il faut dire, par ce jeune homme. Pour expliquer la dégradation aussi au sein de l'hôpital psychiatrique, il faut savoir que c'est un service qui allait mal, mais enfin l'hôpital ne va pas très bien aujourd'hui, avec beaucoup de soignants qui étaient partis, donc il avait perdu ses repères. Son psychiatre traitant avait dû malheureusement s'absenter et ne pas revenir à cause d'une maladie grave. Il y avait des travaux dans le bâtiment, donc beaucoup de bruit. On changeait souvent les patients d'unité, on les changeait souvent de chambre. Et il y avait évidemment au sein d'un service de 21 lits de psychiatrie des patients en état aigu, schizophrénique et qui présentaient, donc qui étaient agités, etc. Donc il était exposé au bruit, à l'attention de chacun. Personne ne comprenait rien à son tableau clinique. Oui. Je vous laisse lire ici. Certains voyaient même des hallucinations acoustico-verbales et prenaient pour des soliloquies lorsqu'il reproduisait les bruits des voitures automobiles qui sont son intérêt électif. Donc on a, dans cette situation de crise insupportable, nous avons sollicité l'équipe du CREDAT. J'ai une vieille habitude de travail avec Catherine Doyen. Donc voilà, pour avoir un éclairage clinique et une aide à la prise en charge. Et puis nous avons sollicité aussi l'équipe du PDR, dont Brigitte vous parlera après, pour l'accompagner sur ce projet en femme, parce qu'on ne voyait pas du tout comment il allait pouvoir intégrer un femme vu le tableau clinique. Donc avec l'équipe de Catherine, avec la neuropsychologue Kelike pour ne pas la nommer, on a pu faire une observation in situ au lit du patient, l'équipe médicale et l'équipe soignante avec Kelike, avec le patient, et ce qui nous a vraiment permis de saisir ses particularités, de saisir sa particularité dans la particularité de l'unité. Ça a permis de remobiliser les compétences des professionnels et de faire monter aussi ces compétences de l'équipe. Il a pu avoir accès à des tests et des évaluations qu'il n'avait jamais eues. Et tout ça a permis, mais d'emblée, ça a été quasiment dans les 24 heures qu'on suivit, un apaisement de la situation avec une diminution de l'hétéroagressivité, un arrêt quasi total des contentions, quasi total de l'isolement. L'isolement, ça servait surtout à lui permettre de ne pas être dans le bruit de l'unité. On a pu diminuer de façon drastique les posologies médicamenteuses. On a réajusté, on s'est aperçu qu'il avait un âge émotionnel et mental qui avoisinait les 6 ans, donc ça expliquait pourquoi on avait beaucoup de difficultés à lui faire entendre certaines choses. On a pris en compte ses particularités sensorielles, émotionnelles, relationnelles, et on a tenu compte aussi de ses intérêts spécifiques qui ont permis aussi de mieux communiquer avec lui et de restaurer de la confiance. Donc, pour le besoin de la psychiatrie adulte de secteur, c'est vraiment d'avoir cette équipe tiers extérieure au service, mais qui est connue, identifiée comme vraiment de proximité et très compétente, qui vient, donc, ce que je vous disais, au lit du patient, qui travaille avec l'équipe de secteur, qu'elle lui, dans un contexte, donc là pour le coup vous avez vu, qui est une crise à la fois individuelle du patient mais aussi institutionnelle, parce que nous allions très mal à ce moment-là,
dans notre prise en charge et dans un délai le plus court possible, parce que vous avez vu l'état de violence et de crise dans lequel nous étions. Ça, c'est hyper important que cette équipe, qu'on ait recours à une équipe de ce type-là. Ça nous aide à gérer vraiment tout l'aspect comportemental qui nous échappe et qui n'est quand même pas le même que celui que l'on rencontre dans la clinique de la psychiatrie adulte classique. Ça nous aide à gérer l'auto et l'hétéroagressivité. Et donc, on est dans un climat de travail et dans un climat de soins pour la personne qui est quand même bien plus bénéfique et agréable. Ça permet aussi d'actualiser les diagnostics et les prises en charge. Ça optimise nos pratiques en termes de prescription. Et vraiment, ça nous permet d'adapter leur projet. C'est ma dernière diapo, après c'est Brigitte. Donc, pour ce qui est du patient, le bénéfice de cette intervention, et donc ce qui répond à l'idée qu'on peut avoir du besoin en psychiatrie adulte, c'est que pour le patient, on a pu restaurer un lien thérapeutique avec nous, une confiance, on a pu reprendre son projet de vie, on a pu passer le relais à l'équipe des PDR dont Brigitte va vous parler, et il a pu, après, être hospitalisé, pris en charge dans leur unité. Pour l'équipe de secteur, on a restauré des conditions de travail complètement apaisées et sécurisées, avec de nouveau la question des soins en première ligne, et pas la question de j'ai peur d'aller travailler, je ne peux plus venir travailler, j'ai une boule au ventre tous les matins, et je me suis fait taper dessus. L'équipe a pu monter en compétences. Ça leur a permis aussi de dépister dans les patients de l'unité qu'il y avait peut-être d'autres patients qui avaient besoin de cette approche-là, et que du coup, ils ont été plus à l'écoute d'une symptomatologie qu'encore une fois, on n'est pas du tout habitué à voir en psychiatrie adulte. Et puis, il a fallu aussi, malgré tout, faire intervenir les préventeurs et la psychologue du travail, parce qu'encore une fois, il y avait eu une violence qui avait été maximale, traversée pendant quelques mois. Brigitte, c'est à toi. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc moi, je suis Brigitte Wayoun. Je suis Brigitte Wayoun et je suis la chef de service, la chef de pôle d'un pôle qui s'appelle Psychiatrie, Dépendance et Réhabilitation, et qui est un pôle qui a été créé en 2017 justement à destination des personnes qui ont des situations complexes. Alors pas spécialement, et c'est pas le gros de notre file active, des personnes qui ont des troubles neurodéveloppementaux, plutôt de la psychiatrie complexe. Et donc c'est un pôle qui est sanitaire, donc c'est la psychiatrie, qui vient en appui des services de secteur. Il ne s'agit pas du tout de prendre le relais, mais plutôt de les soutenir pour des personnes qui sont hospitalisées sur le temps long, pour proposer un soin ajusté à la personne et améliorer l'accès et le maintien dans des lieux de vie adaptés à ses besoins. C'est une prise en soin qui se décline en 3 étapes. Une étape d'évaluation de la situation, une étape concertée d'élaboration d'un projet de vie et de soins, et ensuite une phase de mise en place et de maintien de ce projet. Donc on fonctionne avec un binôme de case manager qui va commencer la prise en charge au départ avec un médecin, mais qui va poursuivre le suivi de la personne, y compris quand son projet de vie aura abouti et qui sera arrivé dans un lieu de vie adapté. Et la poursuite de cette prise en charge, elle n'a pas de limite temporelle, elle est en fonction de la clinique. C'est-à-dire si les personnes ont besoin de la poursuite de suivi, eh ben on continue de le faire. C'est bizarre comme un truc. Tac, 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 tac. Donc notre pôle, il fonctionne comme ça. Il y a un centre d'évaluation, donc un centre ambulatoire avec une équipe mobile parcours complexe. Donc nous, on a donc des case managers dont le métier d'origine, c'est soit des infirmiers, soit des éducateurs spécialisés. Mais on a aussi dans cette équipe mobile un très très riche panel d'outils de réhabilitation psychosociale. On a des neuropsychologues, on a des psychologues de formation analytique, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, et encore plein de possibilités de prise en soin, parce que c'était ça notre souci, c'était de diversifier les propositions de prise en soin, donc qui se décline avec un centre qu'on appelle d'activité thérapeutique, mais qui intervient sur 2 unités d'hospitalisation. Donc on a 2 unités d'hospitalisation qui sont situées sur les sites historiques des hôpitaux psychiatriques parisiens. C'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui est l'ancien hôpital Perret-Vaucluse, pour ceux qui connaissent, dans l'Essonne. Et donc ça, c'est 23 lits, c'est une structure assez ouverte, dans un lieu assez beau, et c'est là que le patient dont Catherine vous a parlé va se retrouver. Et puis une unité qui est à Neuilly-sur-Marne,
de 27 lits. Et là, on a la possibilité de fermer, enfin, c'est plus fermé. Donc, on a la possibilité d'accueillir des personnes qui ont des troubles du comportement, des personnes qui peuvent avoir des consommations toxiques ou des personnes qui sont fugueuses et pour lesquelles il faut quand même que ce soit un tout petit peu plus fermé. Voilà. Donc, le cas clinique que nous a présenté Catherine, on l'a choisi parce qu'il est assez prototypique en réalité de la façon dont et pourquoi la psychiatrie, c'est un des motifs essentiels, pourquoi la psychiatrie adulte est sollicitée. Eh bien, c'est quand il y a des troubles majeurs du comportement, des agitations, voire des passages à l'acte. Dans le cas présent, c'était un passage à l'acte assez grave, hein, puisqu'il avait pointé un couteau. Alors, toujours dans les équipes, surtout pour des patients aussi qui suscitent de tels conflits, on ne sait pas si finalement il a vraiment planté le couteau, il a juste pointé le couteau, mais en tout cas, un sentiment pour l'équipe du foyer qui l'accueillait, de danger vraiment très très grave, et l'impossibilité, la décision qui était coûteuse pour eux évidemment, d'exclure ce patient. Donc c'est une inadaptation, en fait, les motifs, c'est l'inadaptation de la situation clinique de la personne avec son environnement habituel. Alors parfois, c'est l'environnement qui change, hein. Ça peut être le décès d'un parent, ça peut être un événement de vie très important qui déstabilise son environnement. Dans le cas présent, c'est le patient qui ne va pas bien. Et ce sont des hospitalisations qui sont faites en urgence. Voilà. Donc, les secteurs, comme l'a dit Catherine déjà, ils sont confrontés à une clinique qui n'est pas notre clinique habituelle. D'abord, il y a souvent un retard en diagnostic ou un diagnostic qui est très peu précis. Donc, dans le cas présent, on ne sait pas exactement de quoi souffre ce patient. Et c'est le fait que ce soit peu précis, ça fait que finalement, chacun y va de son interprétation. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une interprétation clinique très collégiale. Et il y a une perte de cohérence de l'équipe, comme l'a très bien décrit Catherine. C'est-à-dire que tout le monde y va. Certains pensent que c'est des hallucinations, d'autres que il fait semblant, d'autres qui pensent que... Voilà. C'est-à-dire que si on n'a pas un diagnostic précis, on est quand même dans une difficulté à tenir une équipe et à avoir une réponse qui est cohérente en fonction des intervenants, voire même une réponse cohérente entre les médecins. Donc il y a une inefficacité, ça aussi c'est assez important à dire, à signaler, c'est que les stratégies thérapeutiques classiques qu'on a face, nous, à l'agitation, ne sont pas forcément très efficientes avec ce genre de patients. Donc tout ce qui est désescalade verbale, comme l'a expliqué Catherine, quand quelqu'un a un âge mental de 6 ans, nous on a l'habitude de s'adresser à des adultes qui peuvent entendre quelque chose de l'ordre du cadre, même quand ils sont agités. D'ailleurs, nos durées moyennes d'hospitalisation en psychiatrie adulte sont de quelques semaines, hein, d'accord ? Donc tout ça, toute cette capacité à poser du cadre humain, verbal, etc., c'est mis à mal. Les chimiothérapies ne sont pas très efficaces parfois. Dans le cas présent, elles étaient contre-productives, c'est-à-dire elles créent de l'agitation. Et puis, du coup, un recours à des solutions qui sont des solutions pour nous de dernier recours, d'isolement et contention, qui ne sont pas du tout satisfaisantes et qui participent aussi de la diffraction de l'équipe qui ne va pas forcément être en cohérence et très à l'aise avec ce type de pratiques qui sont toujours, pour nous, très difficiles à mettre en œuvre. Voilà. Donc, une évolution dans la temporalité aussi est inhabituelle. Alors là, Catherine dit que ça a été extrêmement efficace, extrêmement rapide, mais parfois, comme ce sont vraiment des prises en charge qui sont très ciblées sur des symptômes et qui sont très... Finalement, on démembre les dimensions sur lesquelles on peut intervenir, et puis on met en œuvre des réponses qui sont des réponses un peu bricolées ou qui demandent une technicité que nous, on n'a pas et dont on va avoir besoin. Donc, c'est des patients dont le potentiel évolutif est beaucoup plus lent que ce qu'on a l'habitude de voir, ce qui, finalement, quand on a l'impression que le patient, sur le temps, les normes standards d'évolution ne répond pas comme on a l'habitude de le faire, on est dans l'idée qu'il y a une espèce de chronicité et par contagion, voire d'incurabilité. Et il y a une perte d'espoir dans nos capacités thérapeutiques et une perte d'espoir, évidemment, chez le patient qui sent bien qu'on se sent un peu dépassé par les événements. Donc il y a des interprétations cliniques en termes de gravité qui ne sont pas forcément justes, mais qui sont en rapport avec notre sentiment d'impuissance à nous, psychiatres, non habitués à ce type de clinique. Donc de l'importance de l'intervention d'une équipe spécialisée, puisque là on va avoir
un diagnostic précis, des soins ajustés et dimensionnels, une efficacité clinique qui va finir par se prononcer, et la restauration d'un espoir et la relance d'une dynamique de projet. Je voudrais insister aussi sur l'importance de l'intervention, donc on dit coordonnateur de parcours, case manager, enfin de ces personnes qui font le lien entre les différentes structures et qui peuvent jouer dans le premier des cas. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a 2 case managers qui sont venus très régulièrement voir ce patient, qui vont donc jouer le rôle de tiers par rapport à une équipe qui se sent quand même sans aucune opportunité, sans aucune option de sortie. Là, on va jouer le rôle de tiers. Leur allée est venue réimprime la notion de temporalité dans la prise en soin. Donc, elle scande une certaine temporalité. Et donc, finalement, ça ne se dilue pas dans le temps ce qui se passe pour ces patients-là. Il y a un rôle de transmission. Alors ça, c'est hyper important parce que comme il y a plein de partenaires sur ces situations complexes, il y a un rôle très important de la transmission clinique, des stratégies thérapeutiques individualisées. Et le rôle des case managers, ça va être un rôle de porte-parole des uns et des autres, donc des structures qui sont en souffrance. Donc là, peut-être, si vous voulez, si on avait pu anticiper et avoir des case managers qui avaient pris en soin ce patient dès son foyer d'hébergement, peut-être qu'on aurait pu rassurer les équipes et éviter ce phénomène d'exclusion qui est extrêmement fréquent et qui a un coût vital pour la personne, qui est extrêmement important, mais un coût aussi financier très très important. Voilà, donc les case managers ont un rôle très important. J'ai presque fini. Je voudrais juste vous dire que du coup, ce patient, il est arrivé en 2019 et il a intégré le FAM, qui effectivement été construit, je crois, en 2021, en mars 2024. Et l'admission qui avait été prononcée, parce que ça avait été une décision de la MDPH, elle a été sans cesse reportée. Et ça, pour nous, ça a un impact extrêmement important, parce qu'on ne déploie pas les mêmes modalités de prise en soin si on sait que le patient va rester longtemps, ou si on sait qu'il va partir dans 6 mois. Donc au début, on hésitait à le prendre dans notre unité, qui est une unité au vert, avec un immense jardin, et pour le patient, beaucoup de propositions stimulantes d'activités, etc. Parce qu'on se disait, il va mieux, est-ce qu'on bouge une équipe qui gagne? Alors que si on avait su que ça allait durer encore 4 ans, évidemment qu'on l'aurait pris bien plus vite et il aurait été moins en souffrance, parce qu'on a vu aussi une grande détente à partir du moment où il a intégré notre unité qui est au vert et dans lequel il pouvait courir comme ça d'un endroit à un autre quand il ne se sentait pas bien, mais aussi des propositions de relaxation, etc., tout ce que propose notre équipe. Donc, l'hospitalisation en psychiatrie, c'est un recours et toutes les personnes en souffrance psychique doivent pouvoir prétendre à aller en hôpital psychiatrique. Donc, il ne s'agit pas d'une contestation de ça, mais moi, mon opinion, et ce n'est pas seulement pour ce patient-là, c'est que finalement, quand un patient est resté 6 ans, c'est comme une stigmatisation. C'est-à-dire qu'on se dit, ah non, mais s'il est resté 6 ans, c'est qu'il va super mal, quoi. Et donc, alors qu'il est resté 6 ans parce qu'on pense, et la MDPH pense que c'est une solution, certes, provisoire, et qu'il y a d'autres propriétaires, ça devient une perte de chance. Et là aussi, je pense qu'il y a une chose à revoir sur le fait qu'être hospitalisé quand on n'en a plus besoin, eh bien, on devient prioritaire pour l'accès aux structures médico-sociales. Voilà.